Bonjour à vous voyageurs, on parle sur cette chaîne de lieux étranges et mystérieux, souvent anciens ou mystiques. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un bâtiment scientifique pour le moins intrigant. Imaginez un endroit sur Terre où l'on puisse créer des portails vers d'autres mondes, voire même des trous noirs, où une communauté scientifique étudie l'antimatière et le boson de Higgs pour répondre à nos questions les plus existentielles. Nous allons plonger dans le monde pour le moins occulte du CERN et de son grand collisionneur à hadrons à la frontière entre la France et la Suisse. Mais avant toute chose, soyez bienvenus sur ma chaîne La Carte du Surnaturel. Je m'appelle Marie-Élise, je sors au moins 2 vidéos par semaine, j'étudie les lieux étranges et j'enquête sur les mystères de notre planète. Alors si ces sujets vous plaisent, vous savez quoi faire. Et maintenant, c'est parti. En général, je vous parle de lieux mystiques, souvent anciens, parfois modernes, mais je n'ai encore jamais abordé d'endroits comme le Large Hadron Collider du CERN. Je n'ai pas forcément envie de tomber dans les théories du complot ou remettre en question la science. Mais il faut bien avouer que ce bâtiment est extrêmement étrange et ce, à plusieurs titres. Le fameux Elon Musk a même dit que les études qui s'y déroulaient étaient démoniaques, pour le citer. Alors qu'est-ce qui se passe exactement au CERN qui converge à la fois autant d'espoir et d'inquiétude pour l'avenir de notre humanité? Elon Musk est-il tout simplement jaloux ou méfiant envers des recherches européennes qui lui échappent, ou cherche-t-il à nous mettre en garde au sujet d'une menace bien réelle? Dans cette vidéo, je vais vous présenter les recherches et les découvertes qui ont été faites dans cet endroit, ainsi que les implications de ces découvertes, mais aussi des éléments un peu plus étranges concernant ce bâtiment. Alors d'abord, de quoi parle-t-on exactement? Le CERN, c'est l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, aussi appelée Laboratoire européen pour la physique des particules. Alors, ces mots à la suite ne font pas du tout CERN, on est d'accord. CERN, c'est l'acronyme de Conseil européen pour la recherche nucléaire. C'est un comité qui a été créé en 1952 avec 24 pays qui en sont membres, qui emploie 2635 personnes et qui fait travailler 17 500 chercheurs. Ensuite, le Large Hadron Collider, ou le grand collisionneur à hadrons, qu'on va appeler dans cette vidéo le LHC, c'est un accélérateur de particules. En gros, c'est un énorme tuyau que l'on a installé et dans lequel on fait s'accélérer des particules au fur et à mesure jusqu'à atteindre quasiment la vitesse de la lumière. Donc d'après ce que j'ai lu, c'est 99,9% de la vitesse de la lumière. On fait prendre de la vitesse à ces particules jusqu'à ce qu'elles se rencontrent. Et à ce moment-là, on regarde l'énergie qui est émise, ce qu'il se passe quand deux particules à très grande vitesse se collisionnent entre elles. Alors quand je vous dis que c'est un énorme tube et surtout très très long, on parle quand même d'une installation qui fait 27 km et qui s'étend en fait sur plusieurs villes alentours. Cet appareil a été construit et puis mis en service le 10 septembre 2008. Et de nombreuses questions entourent à la fois son fonctionnement, mais aussi les différentes recherches qui y sont faites. Et puis, il y a des questions qui se posent au sujet tout simplement de l'installation et du laboratoire qui est installé. La toute première question qui se pose est comment ont été numérotés les bâtiments. Même Wikipédia le dit pour vous dire à quel point c'est étrange, puisqu'il précise que les chiffres auraient été donnés sans logique apparente. Par exemple, le bâtiment 73 est coincé entre le 238 et le 119. Sans importance, me direz-vous ? Bien, pour une fois que c'est Wikipédia qui se penche sur quelque chose d'étrange, peut-être qu'il y a autre chose à relever. Alors je vais vous passer les termes scientifiques pourtant extrêmement inspirants qui concernent les recherches au LHC du CERN, mais on a en vrac duoplasmatron, dipôle, annihilation entre les protons et les antiprotons, l'antimatière, le refroidissement cryogénique, bref, tout le vocabulaire de la science-fiction y passe. Et pourtant,
c'est bien de science dont il est question dans ce bâtiment. Prenons par exemple la découverte du boson de Higgs. Alors le boson de Higgs, c'est une particule qui a été théorisée en 1964 et qui a été un des sujets de recherche prioritaires du LHC lorsqu'il a été ouvert. Cette particule en elle-même expliquerait pourquoi notre univers existe toujours et pourquoi il ne s'est pas écrasé sur lui-même juste après le Big Bang. Et lors des recherches pour trouver le boson de Higgs, qui a finalement été trouvé, les scientifiques affirment eux-mêmes qu'il serait possible de créer un trou noir. Alors apparemment, la chance de créer un trou noir serait tellement infime qu'elle ne serait pas dans le spectre des possibilités. Mais en fait, elle existe quand même. Il serait possible de créer un trou noir à travers ces recherches. Bon, on va passer sur la possibilité que des trous noirs sont créés. On va faire confiance aux scientifiques. Mais par contre, il y a quand même une très grande quantité d'énergie qui est libérée quand ces particules lancées à extrêmement grande vitesse se rencontrent. Et cette énergie serait capable de déchirer notre espace-temps. Et quand je dis déchirer l'espace-temps, c'est-à-dire que cela pourrait potentiellement créer des connexions entre les multi-univers qui ont été théorisés par Einstein. Et afin de mieux comprendre ce principe, je vais vous citer Science et Avenir. Dans le cadre du modèle physique de la relativité générale théorisé par Albert Einstein en 1915, l'espace s'étend indéfiniment dans 2 des 3 géométries de la cosmologie. Si l'espace est infini, alors notre univers n'est qu'une bulle minuscule perdue en son sein, et tous les phénomènes possibles et imaginables doivent se produire quelque part. En suivant cette logique, il devrait exister en un lieu de l'espace une copie en tout point identique à notre monde, avec le même passé mais un futur ouvert au changement. En fait, ça c'est un des principes de base de la mécanique quantique. On a donc, avec le Large Hadron Collider du CERN, un lieu qui potentiellement pourrait ouvrir des trous noirs, voire même créer des connexions entre différents univers. Et ce lieu existe depuis 2008. Et donc, en 15 ans, on pourrait peut-être imaginer avoir déjà eu des preuves de ces recherches, en fait, et en tout cas de la possibilité que des trous noirs ou que des dimensions parallèles aient pu rentrer en contact grâce ou à cause de ces recherches. Bien justement, c'est là que tout devient étrange, puisque ce serait à peu près dans ces années-là qu'aurait débuté l'effet Mandela. Alors, si vous ne connaissez pas l'effet Mandela, je vais vous en expliquer le principe rapidement. En 2010, une auteure de science-fiction et de livres qui s'appelle Fiona Broome a remarqué que plusieurs personnes différentes partageaient des souvenirs identiques d'un événement qui ne s'était pas produit, d'un ou plusieurs événements ou des choses qui concernent essentiellement la culture populaire, c'est-à-dire la pop culture, et qui semble avoir changé au cours du temps. L'effet Mandela tient son nom en fait des premiers témoignages qu'a recoupé Fiona Broome et qui concernaient la mort potentielle de Nelson Mandela. Il s'avérait qu'une grande quantité de personnes étaient persuadées de se souvenir que Nelson Mandela était décédé en prison, à tel point qu'ils avaient des anecdotes sur les larmes de son épouse lors de ses funérailles, sur même le discours qui avait été prononcé, alors qu'en fait, Nelson Mandela n'était pas du tout décédé. De là, Fiona Broome a commencé à se dire c'est quand même extrêmement étrange qu'autant de personnes aient un souvenir erroné, donc faux, par rapport à un événement qui semble si facile à prouver et qui a été vu, entendu par de nombreuses personnes. Elle a donc commencé à récolter des témoignages au sujet de ce possible effet Mandela, cet effet de faux souvenirs ou peut-être de changement de la réalité. Alors l'effet Mandela, comme je vous l'ai dit, cela concerne des éléments souvent de pop culture ou un peu de culture classique. Cela peut être par exemple la question qui est posée de savoir si un jour il a été possible de visiter la partie située dans la
couronne de la Statue de la Liberté. Beaucoup de personnes disent oui, bien sûr, c'est possible, je l'ai moi-même visité, alors qu'en fait, a priori, cette couronne n'aurait été ouverte que pendant un temps très très réduit à l'ouverture de la Statue de la Liberté et que depuis, on ne peut absolument plus y passer. Après, il y a d'autres choses, comme par exemple le fait que le personnage de Monopoly ait eu un jour un monocle ou pas. Des gens qui seraient victimes de l'effet Mandela disent bien sûr, il a toujours eu un monocle. D'autres personnes disent non, il n'en a jamais eu. Et quand on remonte dans les images, ce personnage n'aurait a priori jamais eu de monocle. Donc là, l'explication a été avancée que cela puisse être une confusion avec un autre personnage qui est, je crois, le personnage des Pringles, des chips Pringles, qui a un peu la même tête et qui lui a un monocle. Cela aurait emmené une confusion dans les souvenirs par rapport au personnage de Monopoly. Il y a aussi, par exemple, le fait que les reins dans le corps humain ne soient, entre guillemets, plus positionnés en bas du dos, mais beaucoup plus haut sous les côtes. Les gens disent que avant l'effet Mandela, les reins étaient plus bas et que c'est bien pour ça qu'on disait j'ai mal aux reins en se tenant le bas du dos, alors qu'en fait maintenant les reins seraient beaucoup plus hauts sous les côtes. Et des effets comme ça, il y en a plein. Et c'est vrai que certains sont un peu troublants. Par exemple, la méchante sorcière de Blanche-Neige ne dit pas « miroir, mon beau miroir », mais miroir magique accroché au mur. La série Sex in the City ne s'est jamais appelée Sex in the City, mais Sex and the City. Quant à Dark Vador, il ne dit pas à Luke « Luke, je suis ton père », mais « Non, je suis ton père ». Si vous ne connaissez pas, je vous laisse faire vos propres recherches. Mais là où on retombe sur le LHC, le Large Hadron Collider du CERN, c'est que justement, il aurait été mis en route en 2008, comme je vous l'ai dit, que Fiona Broome a découvert l'effet Mandela en 2010, mais que, d'après les gens, l'effet Mandela aurait commencé en 2009, soit environ un an après la mise en service de ce Large Hadron Collider. Théorie du complot, vous allez me dire. Alors peut-être. Mais en attendant, 2 chercheurs sont convaincus qu'il y a un lien. C'est Beck Nielsen de l'Institut Niels Bohr de Copenhague et Masao Ninomiya de l'Institut de physique théorique Yukawa de Kyoto au Japon. Et ils ont mis le doute sur les expériences du Large Hadron Collider. En 2009, un incident a été détecté dans le secteur 81, un de ces fameux secteurs qu'on ne sait pas exactement où il est puisque la numérotation semble être aléatoire. Le problème, c'est que cette section était en train de surchauffer. Ils ont donc fait des recherches immédiatement et ils ont trouvé au-dessus de la section, puisque les sections sont extérieures, je vous ai dit que l'ensemble fait 27 km, donc ça passe forcément à l'extérieur, des miettes de baguette. C'est très drôle, ils parlent pas de miettes de pain. Dans tous les articles, même en anglais, ils disent bien que c'est de la baguette. Et en fait, ces miettes auraient été apportées par un oiseau. C'est un oiseau qui aurait potentiellement déposé un morceau de baguette sur le tronçon du LHC. Alors c'était un accident anodin, en fait la section a commencé à surchauffer légèrement, ce n'est pas devenu un incident nucléaire par exemple de grande taille, l'accélérateur n'a pas été arrêté, ils ont immédiatement été voir ce qu'il se passait, mais ces 2 scientifiques dont je vous ai parlé, eux ont commencé à se poser sérieusement des questions. Nielsen et Ninomiya y ont vu un signe du futur, tout simplement. En fait, ils se sont demandé si la présence de cet oiseau et la présence donc de miettes de pain sur la partie 81 du Large Hadron Collider était vraiment un hasard, ou si en fait ce n'était pas un signe du futur montrant que ces travaux, en fait les explosions qui sont faites, ne sont pas dangereuses pour l'écriture de notre histoire commune. Ils ont écrit 2 articles scientifiques qui sont intitulés « Test de l'effet du futur dans le grand collisionneur de hadrons, une proposition » et « Recherche d'une influence future depuis le LHC ». Autant vous dire qu'ils ont pris le sujet extrêmement au sérieux. Pour eux,
Les recherches dans ce Large Hadron Collider pourraient avoir un impact sur notre futur via la création de ces fameux trous noirs ou potentiellement le fait que des multivers, des univers parallèles aient pu rentrer en contact avec des sortes de wormholes, des trous de verre comme on dit en science-fiction, et qui donc seraient disrupteurs de notre réalité. Et c'est de là qu'a été expliqué cette proposition sur l'effet Mandela. Est-il possible que le Large Hadron Collider ait déjà commencé à modifier notre réalité et que l'effet Mandela en soit un résultat? Mais si c'était aussi démoniaque qu'Elon Musk semble l'affirmer, peut-être qu'on aurait d'autres indices concordants, comme par exemple, je ne sais pas, le chiffre 666 dans le logo. Ah oui. Bon, ils y auraient pas fait des cérémonies bizarres quand même. Oui, non, ah oui, oui, non, c'était juste une blague d'étudiant en médecine, pas du tout, pas de cérémonie bizarre au CERN. Ah, ça serait pas la demeure du diable quand même. Ah si, il y a des vidéos sur internet qui l'affirment. D'accord. Non, mais c'est du complotisme, hein, tout ça parce qu'il y a une grande statue de Shiva à l'entrée qui semble poser problème au niveau des interprétations. Pourtant, Wikipédia le dit dès le début hein, sur la page au sujet de Shiva. Shiva, c'est le dieu du yoga et son nom veut dire le bon, celui qui apporte le bonheur. Ils disent aussi qu'il est représenté en tant que yogi qui possède la connaissance universelle, suprême et absolue, voire dans un état au-delà de la connaissance. Alors, vous voyez, c'est vraiment juste un malentendu. D'ailleurs, la tradition shivaïte de l'hindouisme est centrée sur Shiva, considéré dans ses 5 grandes fonctions. Il est le créateur, le préservateur, le transformateur, le dissimulateur et le révélateur. Il est considéré comme l'un des 5 forces primordiales de Dieu. Et puis Shiva, c'est aussi le dieu de la destruction, de l'illusion et de l'ignorance. Il représente la destruction, mais celle-ci a pour but la création d'un monde nouveau. Shiva transforme et conduit la manifestation à travers le courant des formes. Il a les yeux mi-clos car il les ouvre lors de la création du monde et les ferme pour mettre fin à l'univers et amorcer un nouveau cycle. Bon, c'est plus très yogi youpi, hein, tout ça. Bon, je lis la suite quand même. Il est représenté avec un 3e œil au milieu du front, symbole d'éternité et de sagesse, avec un cobra autour du cou, symbole de puissance. Il porte un trident et tient un tambour à boule fouettante. Il est assis sur une peau de tigre, symbole de l'énergie potentielle. Bon, là, c'est un peu bizarre quand même, parce que si on lit tout ça à la lumière du symbolisme européen, ça change beaucoup la donne en fait. Déjà sur les fonctions de Shiva, moi si je lis créer, préserver, transformer, dissimuler et révéler, on est dans la plus pure tradition ésotérique, occulte, alchimique. Bon, clairement, si c'est vraiment enlevé de l'image de Shiva, c'est ce que j'entends. Et puis en plus, on en a parlé de nombreuses fois de ces traditions. J'en parlerai dans une prochaine vidéo, car en ce moment j'étudie un lieu dédié à l'alchimie. Mais bon, passons. Concernant son rôle de dieu de la destruction, de l'illusion et de l'ignorance, je lis en continuant mes recherches que Shiva est le Seigneur suprême qui crée, protège et transforme l'univers. Bon. Le dieu de la destruction chez nous, en fait, c'est plutôt Baal. C'est ce démon caractérisé par une voix rauque qui permet de se rendre invisible et commande à une armée de 66 légions infernales. Vous savez, 66, le fameux chiffre qui n'est pas dans le logo du CERN. Baal permet aussi de rendre l'homme sage. Bon, là, je verrai un peu mieux le lien avec le LHC. Le 3e œil sur le front de Shiva, c'est l'œil Illuminati. Hein, pendant qu'on y est, on va aller jusqu'au bout. Le trident fabriqué par des cyclopes
les fameux cyclopes avec l'œil au milieu du front. C'est aussi le nom d'un missile à tête nucléaire sous-marin. Non. Pardon, je m'égare. C'est aussi le symbole du diable ou de Satan qu'il utilise pour semer le mal partout où il passe. Non, mais là, c'est un hasard. Là, je m'égare, je vais trop loin. En fait, le trident de Shiva, rien à voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Brian Cox, ingénieur en physique des particules, interviewé par Neil deGrasse Tyson, vous savez, cet astrophysicien qui a son propre talk show, il a affirmé que les recherches au LHC du CERN ont prouvé qu'il est impossible que les fantômes existent. Ouf, rien de paranormal dans tout ça. Le Large Hadron Collider a, dans tous les cas, parfaitement sa place dans ma liste de lieux surnaturels. Il est évident que les personnes qui en sont à l'origine ne sont pas juste des scientifiques ou des chercheurs sans âme. Imaginer un tel lieu demande bien sûr des investissements financiers énormes, mais aussi une vision globale du monde, avoir envie d'aller plus loin. Une envie profonde de percer les mystères de l'univers, de notre vie sur Terre et de la façon dont tout cela se comporte en fait. Être scientifique ne veut pas dire ne pas croire en Dieu ou ne pas être impliqué dans des explications plus ou moins occultes au sens vraiment noble du terme, c'est-à-dire la recherche de vérités cachées et de savoirs secrets. D'ailleurs, Papus, un occultiste assez connu, parle au début du XXe siècle du néo-occultisme comme étant l'étude des forces invisibles de la nature. La science, quant à elle, ne s'occuperait que des forces visibles. Et le LHC a permis de découvrir de nouvelles particules qui nous étaient jusqu'alors invisibles. Il y a 2 tétraquarks qui ont été découverts, ainsi que un pentaquark. Et on sait qu'il cherche la matière noire. C'est une matière invisible que l'on ne peut que faire, voir se défaire ou en chercher les secousses. On dit parfois que l'astrologie serait l'ancêtre de l'astronomie, que l'alchimie serait l'ancêtre de la chimie. Et pourquoi pas que la sorcellerie ait précédé à la fois la médecine, mais peut-être aussi l'étude des maladies mentales. N'est-il pas fascinant d'imaginer ce que les études du CERN précèdent? Quelle sera la prochaine étape de notre évolution technologique et comment ces recherches seront-elles vues dans 1000 ou 2000 ans? Que penseront nos générations futures de ce tube de 27 km de long avec une statue de Shiva à l'entrée? Ce sont les réflexions qui m'ont donné envie de vous parler de ce lieu aujourd'hui. J'espère que ce sujet vous aura plu et que vous en aurez appris un petit peu plus, peut-être sur l'effet Mandela, sur les recherches du LHC et sur les implications démoniaques ou non de ces recherches justement faites à la frontière entre la France et la Suisse. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Si vous voulez soutenir ma chaîne, vous savez quoi faire. Et sinon, d'ici à la prochaine vidéo, portez-vous bien et je vous dis à très vite pour de nouvelles découvertes. Ciao. Humming trees and buzzing skies, whispers of ancient lullabies, stone paths glow in spectral light, forest dreams of endless night.